définir le tourisme durable, on a, vous en conviendrez avec moi, tout aussi du mal à pouvoir définir les périmètres d'une formation qui définisse des étudiants qui vont se destiner à faire un tourisme durable. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui former de nouveaux professionnels en tourisme durable plutôt qu'en tourisme traditionnel? Est-ce qu'à votre niveau, vous avez réfléchi à ça? Vous avez des pistes? Vous avez des idées? Quel est votre avis sur ce sujet? Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on va dire que une formation d'une école comme celles qui sont ici présentes aujourd'hui est particulièrement adaptée à un tourisme de demain, un tourisme durable par rapport à ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui? Kevin. Alors déjà, c'est vrai que c'est pas évident, il faut savoir, il faut pas se tromper au niveau du débat, comme tu disais, et c'est vrai qu'il faut pas, je pense, aller sur des formations qui ne seraient que développement durable, qui ne seraient que dans le RSE, etc. C'est comme on en avait discuté effectivement ensemble, je pense que, au même titre que la communication de façon large, devrait devenir un soft skill pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que chacun à notre niveau, on devrait être capable de pouvoir amener et d'avoir des outils pour pouvoir communiquer convenablement. Le développement durable devrait aussi faire partie intégrante de notre façon d'appréhender les choses, aussi bien en partant du début de chaîne avec le marketing durable, en allant jusqu'à la fin au niveau de la vente et concrètement à quoi ça correspond. Après, nous, en tant qu'école, on a aussi un double objectif, c'est effectivement de former les futurs professionnels, mais on forme aussi inévitablement des consommateurs aussi, parce que vous, les étudiants, forcément, vous allez partir en voyage et vous allez changer aussi pas mal de façons de faire, en tout cas je l'espère. Comme vous disiez tout à l'heure, Béatrice, vous parlez de valeurs. Les valeurs, je pense que c'est très important. Et justement, il faudrait déjà redonner une valeur à part entière au tourisme en lui-même. C'est-à-dire qu'on a tellement eu l'habitude de voyager pas cher, d'aller à droite, à gauche, etc., que c'est devenu une consommation vraiment normale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a malheureusement, on va dire maintenant hier, on avait un petit peu l'habitude de se dire, bon bah moi je vais partir là-bas en prenant l'avion, comme on pouvait se dire, bah tiens, je vais aller avec mes potes un week-end pas très loin de chez moi. Donc c'était devenu vraiment une habitude et je pense qu'on a besoin de recréer de la valeur au niveau du tourisme à proprement parler, c'est-à-dire de lui redonner vraiment de la valeur. C'est-à-dire aujourd'hui, si je dois voyager loin, eh ben on est prêt à mettre de l'argent. On est prêt à mettre de l'argent parce que le tourisme, c'est quelque chose qui doit normalement être vraiment un Graal qu'on doit avoir au niveau de l'année par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est vraiment recréer cette valeur-là et en recréant déjà de la valeur d'un point de vue touristique. C'est-à-dire d'aller dans des domaines, effectivement, en leur donnant de la valeur aussi bien sociale, ce que vous avez mis en avant tout à l'heure, Béatrice, mais aussi bien dans ce qui va être dans le durable, dans la durabilité, sustainabilité, ce que vous verrez bientôt en cours, chers étudiants, vous avez peut-être déjà vu avant, en tout cas je l'espère. Donc c'est notre double enjeu, nous, qu'on a, en tout cas au niveau de notre école, je pense qu'on a tous un petit peu cette problématique-là. On doit aussi bien vous former en tant que futur professionnel, mais on doit aussi vous former en tant que futur consommateur, parce que vous êtes vraiment dans une tranche d'âge où vous devez déjà intégrer toutes ces choses-là pour avoir la double casquette, je l'espère très bientôt. Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où c'est vraiment, voilà, la double casquette, c'est vraiment intégrer, voilà, que les étudiants aient une sensibilité par rapport à ça, puisque ça va être tout au long de leur vie professionnelle et personnelle à avoir. Et puis oui, donc ça passe, ça a vraiment passé, voilà, par des intervenants, des professionnels qui vont pouvoir parler de choses vraiment concrètes. C'est ce qui va parler aussi aux étudiants voilà, de pas être que dans le théorique, mais comment on va pouvoir gérer un hôtel, un éco-hôtel, ou vraiment des choses qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur futur métier. Je pense que, au-delà pour compléter ce que mes collègues viennent de dire, je pense que notre rôle en tant qu'organisme de formation, c'est surtout donner effectivement des connaissances, des compétences aux étudiants ou aux professionnels, mais c'est aussi développer en eux
cette fibre pour que chacune des actions qu'ils auront dans leur prochain job ait un impact positif. Parce qu'en fait, c'est ça un peu la question du durable dont tu nous parlais. Disais, c'est quoi la définition pour nous en tout cas pour moi, vraiment, c'est comment je réfléchis à ce que chacune de mes actions au niveau achat, au niveau commercial, au niveau marketing, au niveau revenu management ait un impact positif sur les territoires, sur les populations, sur la croissance de mon entreprise. Donc c'est plutôt cultiver en eux, et toute cette partie soft skills aussi qui est importante, je pense, parce qu'aujourd'hui, bien sûr que les entreprises elles vont avoir besoin de personnes qui ont des connaissances spécifiques au travel, mais elles auront surtout besoin de personnes qui ont de l'envie, de la motivation, qui auront des idées, qui auront la possibilité de s'exprimer, d'argumenter, de défendre leur point de vue, leur engagement. Et c'est ça que je pense qui doit être important aussi pour nous en tant qu'école de travailler là-dessus aussi. Voilà. Bon, merci à vous trois. Et donc, Marie, qu'est-ce que penses-tu sur ce point? C'était l'impact. Voilà, moi j'ai déjà pris la parole là-dessus. Effectivement, moi j'ai l'approche toujours du médiateur, et j'ai toujours le souci de dire comment on va transformer ce que nous avons, qui est aussi de la valeur bien sûr, et comment on va en faire quelque chose de mieux. Et je pense effectivement que les outils de la médiation, qui sont la négociation raisonnée, entre autres, ou des outils de communication, les soft skills dont tu parlais, ça me paraît un point fondamental dans la formation des professionnels du tourisme de demain, pas que du tourisme d'ailleurs, mais sérieusement pour les professionnels du tourisme. Parce que par définition, je disais tout à l'heure, dire tourisme, c'est dire conflit, tourisme, c'est dire territoire. Et là où il y a un territoire, déjà, par définition, il y a des compétences. S'il y a des compétences, ben, il faut bien du pouvoir pour gérer les compétences, et voilà, on fait un conflit. Et on prend l'exemple aujourd'hui en France, nous avons une administration complexe, on a des régions qui ont aujourd'hui la compétence tourisme, et puis on a des agglos, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, qui ont aussi la compétence tourisme. Et puis nous avons des départements qui ne l'ont pas complètement, mais qui ne veulent pas vraiment la lâcher. Et donc on se retrouve effectivement avec un milieu du tourisme institutionnel qui se tire dans les pattes. Alors que les complémentarités sont évidentes. Si la région... On est dans le millefeuille complet, les 10 000 feuilles. Si aujourd'hui il y a des budgets pour la région, il y a des budgets pour les départements, il y a des budgets pour les agglos, pour les communautés de communes, il serait plus intelligent, je pense, de s'asseoir autour d'une table et de voir comment on peut optimiser dans l'intérêt du territoire. Donc, lorsqu'on parle déjà de tourisme et de territoire, il y a à la base un conflit. Sans oublier que là où il y a du politique, il y a un homme ou une femme qui vont porter, et que porter la délégation de tourisme, ce n'est pas ce qui intéresse le plus. N'oubliez pas que le touriste ne vote pas. Oui, tout à fait. Je suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites, parce que, à titre d'exemple, nous, en tant qu'école, on a monté un incubateur de start-up donc en région PACA, et on a monté ce projet-là avec plusieurs partenaires, la région Sud, qui nous aide à porter ce projet, à financer l'accompagnement justement de start-up au service de l'innovation touristique et du coup du territoire. Et pour ça, on est accompagné par Marseille Innovation, qui nous apporte plutôt cette compétence financière, juridique auprès d'experts. Et aussi, on a Provence Tourisme, donc, qui est l'agence départementale du tourisme, qui vient en fait en appui également des startups pour la mise en réseau et le développement au niveau local. Et je trouve, alors peut-être que sur toutes les régions, c'est pas la même chose, mais en tout cas, je trouve que cette organisation et cette complémentarité-là, alors au service plutôt des startups dans ce cas-là, en tout cas pour nous, se fait de façon assez saine et au service justement de l'innovation touristique, avec des projets à la fois tournés sur le cyclotourisme, sur le nomadisme digital, sur le tourisme et handicap, et
voilà, je trouve qu'il y a une symbiose qui est intéressante, en tout cas à notre niveau, entre régions, départements et organismes de formation, incubateurs. Donc, c'est pour contrecarrer ces histoires de table ronde. Et heureusement qu'il y a quand même des initiatives qui fonctionnent. Sinon, c'est vraiment très très mal. Ce n'est pas toujours le cas. Et ça dépend énormément de la personnalité du politique qui va porter cette délégation. Et en fait, comme je vous disais, effectivement, tous les politiques qui ne sont pas sensibles au développement touristique, déjà du fait, comme je disais, que le touriste ne vote pas. Donc, en termes de retombées politiques, ce n'est pas la meilleure délégation. Mais c'était juste pour donner un exemple, effectivement, de conflit qui apparaît déjà au niveau du territoire. Et Dieu merci, je sais qu'il y a des expériences qui fonctionnent bien, il y en a des coopérations qui, bon an, mal an, se font. Pour revenir à la question du territoire, quand on dit tourisme et on dit territoire, on dit aussi à un moment donné propriété spatio-temporelle. Je suis propriétaire d'un appartement, d'une maison, de quelque chose à Paris, et c'est ma libre décision et mon choix le plus absolu d'en faire un Airbnb, par exemple. Si ce n'est que les autres propriétaires de l'immeuble, qui sont aussi propriétaires que moi, ils ont les mêmes droits que moi, et ils ont aussi le droit de jouir de leur propriété sans nuisance, paisiblement et dans la paix. Le nombre de conflits générés de conflits de voisinage du fait du développement des Airbnb et autres locations touristiques et de meublés, c'est un champ d'exploration pour nous, futurs professionnels du tourisme aussi, à évaluer de près. Il y a un enjeu très fort, il y a un enjeu de société derrière ça. En fait, bien sûr, il y en a qui se passent très bien. Il y a toujours des cas où dans des meubles, dans des voisinages, les choses se passent bien. Mais ça fait énormément grincer dans la plupart des cas. Donc, c'est pour ça que je vous disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette approche du conflit dans le développement, dans le tourisme, dans l'accompagnement du tourisme positif et du tourisme durable, comment on peut, à partir des outils simples, des outils de négociation, on peut accompagner effectivement les choses pour qu'elles se passent au mieux. N'oubliez pas aussi que le rêve, le tourisme a une partie de rêve très importante, que dans le tourisme aujourd'hui, à travers le numérique, tout un chacun a accès en quelques clics à la construction de son rêve, et que qui dit rêve dit aussi parfois l'autre côté de la médaille qui est le cauchemar. Je faisais des formations pour les bateaux-mouches à Paris avant le Covid. Et justement, les professionnels me disaient, ils avaient beaucoup de touristes, notamment chinois, qui avaient prévu leur voyage depuis 1 an, voire 1 an et demi à l'avance, qui avaient prévu de demander la main de leur amoureuse en passant sous le pont Marie, n'est-ce pas, à Paris. Et puis ils arrivent à Paris, et puis voilà, que la Seine est en dessus. Ah bah tiens. Et puis alors non, les bateaux-mouches, ils ne sortiront pas. Ça dépasse ce qu'on peut imaginer en termes de frustration pour ces personnes-là. Et si en plus on commence à leur dire, écoutez, vous rentrez chez vous, vous nous renvoyez le voucher, vous serez remboursé dans les 3 mois. On est en train de casser effectivement le rêve. Donc, oui, on fait de la formation aussi pour accueillir les publics, pour accueillir les publics difficiles et pour satisfaire les intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais ajouter sur la partie formation. Oui, par rapport à la formation au tourisme responsable, durable, aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus le choix. On est de plus en plus sur la planète, on n'a qu'une planète, on a des ressources limitées, donc il faut découpler. Donc, c'est ce qu'on disait la dernière fois, hein. L'idée, c'est pas de dire il faut faire du social, il faut faire de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, on enseigne l'environnement, le social, découplé du business, hein, donc ça va pas du tout. Donc, c'est super de pouvoir dire aux profs de finance, tu vas leur montrer qu'en comptabilité, faire de l'environnement et du social, ça fait que coûter, ça ramène rien. Et du coup, ça va peut-être faire réagir les gens en disant, oui, mais là, vous nous demandez de faire du social, mais concrètement parlant, on ne peut pas avoir de retour sur investissement. Donc, et de traiter ça aussi en marketing, c'est pas seulement un label vert, rouge, ce que vous voulez, qui va finalement vraiment bien différencier. Donc,
je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix dans le domaine du tourisme et tout produit touristique, toute offre touristique devra être durable. Je vous rappelle, les 3 piliers à la fois. Pas un à côté et puis l'autre de l'autre et puis le troisième. Non, l'économique, le social, l'environnement, les 3 à la fois. Et par rapport aux soft skills, faites très attention parce que moi, je donnais un cours de finance à l'école des ponts. On est venu me trouver, alors bien sûr, c'était sur l'intégration de l'environnement et du social dans les outils financiers. On est venu me trouver et on m'a dit Béatrice, ton cours n'a rien à faire dans un cours de finance. Par contre, on va t'ouvrir un cours spécifique soft skills. Alors là, franchement, moi j'ai dit que vous faites ça, moi je m'en vais, je suis partie. Ils ont ouvert un master spécialisé finance durable. Ça, c'est la même, parce que ça veut dire que vous formez 20 personnes et tout le reste de l'effectif est formé à la finance à usual. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ça, parce que c'est pas parce qu'on parle de social qu'on est dans les soft skills. Le social, l'environnement, je veux dire, il n'y a pas de touristes là-dedans. On ne peut pas s'imposer expert RSE. D'ailleurs, faites très attention. Si vous avez un professeur qui se dit expert RSE, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'y connaître et en environnement, et en social, et en économique, c'est pas possible. Généralement, il y a des tendances. Soit je me connais dans le domaine du social parce que je viens des RH, ok, mais à ce moment-là, tu ne peux pas t'y connaître dans le domaine de l'environnement. Et comme le développement durable, c'est les 3 axes à la fois, il faut reconnaître tes limites par rapport à l'impact environnemental. Et faites très attention aussi dans l'environnement, parce qu'il y en a qui se disent qu'ils connaissent l'environnement, ils ont travaillé dans quoi par exemple, qui connaissent sur l'eau ou la biodiversité, ou je ne sais pas, ils sont écologues, ils connaissent une espèce de fourmi spécifique. C'est pas ça l'environnement. L'environnement, c'est un tout. Donc, faites très attention à ça. Et nous, justement, on travaille sur une formation de formateur, justement, une espèce de cartographie pour dire oui, moi, je peux apporter cette touche sur toute la cartographie nécessaire à la connaissance de développement durable. Et je pense que c'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut être humble. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à reconnaître nos limites, et c'est un peu les tendances aujourd'hui, parce que regardez les hommes politiques, ils sont tous verts. Après, derrière, il y a un qui chante. Donc, on est dans un monde où effectivement, on a des clients, aujourd'hui là-dessus, tout le monde veut être vert. Bah oui, interroger quelqu'un dans la rue, et lui dire est-ce que vous voulez polluer? Personne ne veut polluer. Est-ce que vous voulez être méchant avec les autres? Personne, tout le monde veut être vert et social. Sauf que derrière, on ne voit pas les conséquences pour nos choix. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de finalement on n'opère pas quand on n'a pas fait un diplôme de chirurgien. Aujourd'hui, on peut faire des cours de développement durable sans avoir aucune compétence. Je le dis parce que nous, quelquefois, on le fait. On a un cours de développement durable, on va dire, bon, qui le veut, tiens, toi, c'est pas grave, tu ne connais pas, c'est pas grave, tu vas sur Internet, il y a plein de choses, et puis tu fais ton cours. C'est pas ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas, je veux dire, il faut une vraie expérience. Et je pense que cette manière d'amener, parce que c'est des disciplines qui sont nouvelles, enfin nouvelles, pas vraiment, mais parce que l'environnement, on en fait depuis longtemps, le social aussi. Croiser les 3, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous regardez, vous verrez dans tous les rapports de développement durable des boîtes, partie 1, l'environnement, partie 2, le social. Ben non, ça ne fait pas du développement durable. Donc, voilà. Donc, et je pense que c'est vraiment... je pense que vous, comme vous êtes finalement les clients, voilà, les clients des écoles, et c'est aussi à vous de challenger les enseignants. Je ne comprends pas, là, on fait de la compta, comment on intègre le développement durable dans la compta? Vous m'expliquez? Et quelquefois, quand on voit dans les structures touristiques, il faut apprendre à mettre en valeur cette qualité sociale, cette qualité environnementale de l'offre touristique. Et je pense qu'aujourd'hui, certaines organisations n'osent même pas communiquer. Ils font des efforts, n'osent pas communiquer parce qu'ils se disent qu'ils vont se faire taxer, greenwashing, etc. S'ils ne communiquent pas, ils n'arrivent pas à avoir les moyens de développer leur projet. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'aujourd'hui, les écoles dans le domaine du tourisme ont pris conscience de ça. Et je pense que c'est génial parce que c'est un facteur décisionnel aujourd'hui de vous, étudiants. Et par contre, effectivement, quelquefois, on peut... les communicants sont très forts. Enfin, moi, je le dis, clairement, en marketing, on est très fort et en communication aussi. Donc, vous pouvez finalement ne pas voir qui est appuyé sur ce qu'on fait et quelque chose qui est verdi. Ça, c'est compliqué pour vous et c'est aussi parfois même compliqué pour nous de voir ce qui est vraiment sincère. Mais dans tous les cas, je pense que pour revenir à ta question, c'est
tourisme durable, il n'y a plus de choix. Parce que sinon, on n'existe plus. Bon, après, je ne peux pas dire ça. C'est pas très positif. Mais... Bien, merci beaucoup. Et pour rebondir sur toutes vos réactions, j'ai une double question sur laquelle je vous demanderai d'être relativement bref, parce que je vais ensuite laisser un peu de temps s'il y a des questions, et qui est la suivante. Alors, d'un côté, au vu de tout ce qu'on vient de dire et de débattre, est-ce qu'il faudrait, à votre avis, un label, une certification des formations de tourisme durable, quelque chose qui définisse clairement que telle école, tel établissement est adapté à donner une formation sur le tourisme durable, ou bien au contraire, étant donné que, comme vient de dire Béatrice, nous n'avons pas le choix que le tourisme devienne durable, est-ce qu'on devrait juste dire faire des formations de tourisme tout court? Parce que le tourisme demain sera forcément durable ou ne sera pas. Béatrice. Oui, moi, dans mon université, on m'a dit, écoute, lâche-nous avec ça, tu crées un diplôme de marketing responsable, et puis basta. Ben non, nous, on ne veut pas ça. Par contre, vous savez quoi? Aujourd'hui, dans les classements des écoles et des diplômes, si vous n'avez pas un module qui s'appelle RSE, vous êtes rouge, en fait. Vous êtes, c'est pas du tout responsable comme formation. Mais nous, on n'a rien qui est affiché RSE. Par contre, tout est intégré dedans, mais ça ne se voit pas. Donc voilà, et on a été obligé de mettre un module stratégie RSE. Ça, Je pense que ça, c'est plutôt lié au public, parce qu'en fait, nous, au RNCP, on dépose ce En fait, je pense que ça, c'est plutôt lié au public, parce que nous, côté RNCP, enfin, vous direz le contraire ou pas, mais en fait, au RNCP, donc au Répertoire national des certifications professionnelles, ce qui fait que votre diplôme est d'État. En fait, c'est ça, hein, le diplôme d'État, c'est inscrit au RNCP. En fait, on est libre de déposer ce qu'on veut. Par contre, là où on est jugé, c'est sur les insertions professionnelles et sur la qualité en fait des postes et des rémunérations de nos étudiants à la sortie de notre diplôme. Donc en fait, je vais rajouter, hein, mais en fait, aujourd'hui, pour répondre à ta question, Fabio, de mon point de vue, il n'y a pas besoin d'une habilitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous montre là aujourd'hui qu'on travaille ensemble et depuis de nombreuses années avec des associations, avec des partenaires du tourisme qui évoluent chaque année dans cette partie responsable, durable, on l'appelle comme on dit. Donc, on travaille ensemble et du coup, nos formations doivent pas être décorrélées de ce que attendent les clients, bien sûr, finaux, mais aussi de ce qu'attendent les partenaires. Donc, en fait, la labellisation, pour moi, elle n'aurait pas forcément de sens parce qu'en fait, cette partie durable, on l'a en fait tous depuis un moment. Il faut juste qu'on la démultiplie encore plus pour que ça corresponde encore plus aux attentes des partenaires derrière. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu marketing sur le fait de dire qu'une formation de tourisme durable? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens viennent vers nous pour nous dire, voilà, il faut que vous preniez conscience de certaines choses, il faut aller vers de la durabilité, vers de l'éco-responsabilité. Est-ce que donc, il n'y a pas peut-être la tentation de dire, on va mettre une étiquette durable parce que comme ça répond peut-être à une demande d'un certain public, en tout cas. Clara. On a posé, oui, la question aux étudiants, consommateurs. Et je rejoins totalement ce que tu as dit. Enfin, toutes les écoles, on travaille avec des partenaires, des professionnels, des experts, et on monte tous ensemble les formations. Voilà, on ne peut pas n'importe qui intervenir dans les écoles. Donc on peut poser effectivement la question. C'était mon but, après notre tour de table, de faire ça. Moi, je ne serais pas vraiment pour un label. Déjà parce que les labels, maintenant, il y en a tellement. Le terme de label devient presque galvaudé, tellement on en a partout. En revanche, on a un petit peu touché du doigt, finalement, ce sujet-là, c'est que d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue étatique, il nous manque un ministère à proprement parler du tourisme. Et c'est ce qui fait que c'est très compliqué. C'est qu'on a des régions, on a des départements, on a parfois même des municipalités qui veulent faire des choses, qui veulent aller dans des objectifs qui se fixent eux-mêmes. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas à proprement parler un ministère qui va s'occuper de quand même
un secteur d'activité qui est quand même le plus gros secteur d'activité en France. Et quand même, je le rappelle, une grosse destination touristique du monde. Mais on n'a pas de ministère à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, voilà, on n'est même plus une ville musée, on est devenu un pays musée. C'est-à-dire qu'on est sur une mine d'or. De toute façon, les touristes viennent et basta, ça suffit. Mais non, ça ne suffit pas. Comme on a souvent parlé de ça justement dans cette table ronde, c'est-à-dire la création de la valeur. Et vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Marie, c'est-à-dire que vous avez la chance, en tant qu'étudiant, futurs étudiants, qui nous rejoignent cette année, de créer du rêve et de vendre du rêve. Et à combien on estime son rêve. Donc c'est dans cette logique-là, effectivement, qu'il faudra avoir toutes ces démarches-là. C'est un petit peu ce qu'on a aussi là ensemble, c'est-à-dire qu'en étant école respérienne, c'est que on essaie de chercher, on va essayer de chercher des axes en commun pour pouvoir travailler sur ce tourisme de demain, comment on peut vous le porter à vous en tant qu'étudiant. Et effectivement, hein, comme on l'a dit tous les trois, si on parle de marketing, c'est-à-dire est-ce que durable c'est quelque chose de marketing, ça ne devrait pas l'être en tout cas, parce que c'est quelque chose qui doit être normalement intégré. Maintenant, marketing ou pas marketing, on connaît très bien le marketing. Le but du marketing, c'est pas faire quelque chose qui nous plaît, mais qui correspond à plus de demandes aussi. N'est pas Apple qui veut à créer directement un besoin, mais aussi aux consommateurs, donc aux étudiants qui sont aussi des voyageurs, de nous dire si effectivement c'est quelque chose qui compte. Juste, je peux rajouter, mais je pense qu'ils le diront peut-être tout à l'heure, mais en fait, ils sont loin d'être dupes sur la partie marketing du durable, en fait. En fait, aujourd'hui, en tout cas, nous, les étudiants qu'on a en face de nous, s'ils vont là-dedans, s'ils vont dans ce tourisme durable, responsable, mais ils y vont parce qu'ils y croient et parce qu'ils ont un engagement dans leur quotidien, dans leur alimentation, dans leur mode de vie, dans leur voyage, dans leur habillement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui porte en eux dès le début. Donc, c'est pas simplement, je vais faire une formation tourisme parce qu'elle est labellisée, c'est parce qu'en fait, j'ai un mode de vie aujourd'hui qui est durable et du coup, je veux un métier qui ait du sens avec ça aussi. Et voilà. C'est déjà en eux, quoi. Marie, ton avis, et puis j'ai une dernière question pour clore cette table ronde passionnante avant de passer la parole à nos amis qui sont ici aujourd'hui, qui nous ont fait le plaisir d'assister à cette table ronde. Merci. Je dirais un peu comme mon voisin, effectivement, je crois que trop de labels tue le label, la fin. Et obtenir un label, c'est à un moment donné passer une forme de certification, remplir des cases, même si après, il n'y a rien qui suit derrière, mais l'important étant d'afficher le label. Donc, je ne crois pas que l'effort doit venir de là. Je pense que l'effort doit venir de la formation, l'effort doit venir de la prise de conscience. Et que le label peut peu de choses, je dirais, lorsqu'on ne porte pas en soi cette aspiration. Ça devrait être d'ailleurs une aspiration. Je ne pense pas que le développement durable soit quelque chose que l'on attend. Je crois que c'est un développement continu, c'est une recherche continue, c'est un mode de vie, et c'est pas un label qui va nous garantir quoi que ce soit. C'est pas Merci à tout le monde. Alors, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Une dernière petite question. Vous savez tous que cette période si compliquée et surprenante pour bien de choses, parmi les autres conséquences qu'elle a eues, c'était aussi celle d'éloigner pas mal de monde du tourisme, que ce soit des professionnels qui ont pris un chemin différent, que ce soit également des étudiants qui se sont dit ben, finalement je vais m'engager sur d'autres études parce que le tourisme, est-ce que c'est vraiment le bon chemin, est-ce que c'est là qu'on va pouvoir avoir une belle carrière, etc. Alors je voudrais juste de chacun d'entre vous un petit mot positif, hein, c'est le cas de le dire, pour pourquoi aujourd'hui un étudiant doit s'engager dans le tourisme, pourquoi un étudiant doit venir dans le tourisme et faire des études de tourisme. Béatrice, et puis je te laisse passer le micro à Tabassi. Parce que je pense que, en fait, depuis tout à l'heure, je regarde ce que vous avez autour du cou amoureux. Et je pense qu'il y a un truc dans l'entreprise, il y a plein d'amour, et ça c'est un mot qui n'est jamais dit nulle part. Et dans aucune charte d'entreprise, vous trouverez le mot amour. Et pourtant, tout est amour.
Et quelque part, le tourisme, on a dit c'est du sens, mais c'est aussi avoir une opportunité de découvrir l'autre. On parlait tout à l'heure de voyage. On n'est pas obligé de faire 10 000 km, on peut voyager ce soir. Enfin, moi, il y a une... je suis désolée, mais il y a un Picsou qui m'avait marqué. Picsou, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une BD à l'époque, la boîte à voyage. Et en fait, les gens, ils choisissaient une thématique qui leur prenait à cœur et ils construisaient au bout de leur jardin une espèce de cabane. Et puis il y avait la cabane alpinisme, la cabane avec la plage. Et puis alors la plage, il y avait des odeurs de la mer, et ça m'a toujours fascinée parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on vit avec nos 500. Il n'y a pas la rencontre. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on valorise beaucoup, c'est la rencontre. Et c'est pour ça qu'il faut travailler dans le domaine du tourisme, parce que je pense que c'est important. On a dit, en plus, la France, on est une des premières destinations au monde. La France, on est le pays le plus social du monde. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays en développement qui n'attendent que nous, parce qu'ils espèrent que la France va les aider à développer des modèles économiques plus sociaux. Et même si la France ne fait rien au niveau économique, au niveau symbolique, la France, c'est beaucoup. C'est énorme au niveau international. Dès qu'il se passe quelque chose ici, tout le monde le sait au niveau international. Alors qu'on n'est rien avec le niveau international. Donc on a aussi ce rôle de diffuser un tourisme plus social. Tout à fait, Béatrice. Je pense qu'on n'arrive pas dans le tourisme par hasard. Et si on y arrive par hasard, on ne reste pas longtemps. C'est un peu le constat. Mon expérience du tourisme, c'est mon enfance. Je suis née de parents de 2 cultures et de 2 nationalités différentes. Et donc, toute petite, j'ai eu envie d'aller vers l'autre. Et les cultures étaient, à l'époque, beaucoup plus différentes qu'aujourd'hui, puisque maman était espagnole, enfin, à l'époque de Franco, etc. Donc, c'était vraiment deux mondes. Je passais des vacances en Espagne du temps de Franco, et j'étudiais dans une commune communiste en banlieue parisienne du temps de Giscard. Enfin, c'était... Voilà. Donc, le goût de l'autre, l'envie de la découverte, le rêve du voyage, le rêve d'un autre paysage, d'un autre ciel, c'est pour moi effectivement ce qui donne sens au tourisme. Et quand je reçois des jeunes parfois à l'entretien qui me disent, je leur dis, mais pourquoi vous voulez pas du tourisme? Ils disent, parce que j'aime les autres. Donc, c'est un bon départ, mais c'est difficile qu'on vous dise, j'aime pas les autres. Non? Donc, essayons de plus concrètement dire, voilà, qu'est-ce qui m'attire moi dans le tourisme? Et effectivement, il y a cette part de rêve. Et cette part de rêve, si on n'est pas capable de la régler, on ne fait pas long feu dans ce truc. Donc, voilà, bon courage. Nous, c'est une autre phrase en règle générale qu'on a, c'est « j'aime voyager ». Génial. Et vous n'êtes pas des touristes, en venant dans une école de tourisme, vous êtes des futurs professionnels. Donc, ce n'est pas vous, principalement, qui allez voyager, c'est que vous allez faire voyager les autres. Donc, c'est surtout cette part, en résumant un petit peu tout ce qu'on s'est dit au final, c'est que vous allez avoir l'opportunité, la chance, je dis bien la chance, de créer du rêve et surtout de le vendre. Et ça, il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous permettent de faire ça. Le tourisme, en plus, encore plus avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, on a vraiment envie de voyager et on a cette part de rêve qu'on a envie d'atteindre. J'ai envie de vous dire pourquoi aller dans le tourisme. Je vais juste reprendre la baseline au final que le FHT qui rejoint un petit peu celle de Respire, c'est que le tourisme de demain, c'est vous. Allez, vous faites. Je vais faire vite pour que tu parles. Donc on reprend un peu tout, c'est vraiment vivre pour moi le tourisme et le but de l'industrie du tourisme, c'est vraiment faire des découvertes et vivre des expériences, que ce soit en tant que professionnel dans tous les secteurs du tourisme et effectivement en voyage de façon personnelle. J'essaie de compléter en même temps de tout ce qui a été dit, mais globalement, je pense que effectivement cette période, le secteur du tourisme est en crise, c'est sûr. Par contre, je trouve qu'il y a plein de belles opportunités qui sont en train de se créer, et il faut que vous osiez, vraiment que vous osiez aller vers des métiers que vous ne connaissez pas, vers des acteurs que vous ne connaissez pas, aller chercher des secteurs que vous n'avez jamais explorés non plus. J'entends dans le secteur tourisme. Mais et surtout, voilà, essayer au maximum de
co-construire avec les gens qui vont vous accompagner parce qu'en fait, personne ne sait réellement où est-ce qu'on va aller, mais par contre, c'est comme ça qu'on va co-construire les choses pour un tourisme un peu différent de celui qu'on a connu et qui sera peut-être tout autant intéressant. Voilà. Bien, alors je vais vous donner aussi ma petite version rapidement. Pour moi, le tourisme, c'est avant tout et principalement un métier de passion. C'est quelque chose qu'on a dedans. Moi, j'avais 8 ans. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu multiculturel. Et j'avais 8 ans, j'ai joué à être agent de voyage. Et j'ai vendu à mes copains et à ma petite sœur. J'ai vendu des voyages, j'ai réservé des hôtels, je les faisais voyager avec l'imagination. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Et je suis quelqu'un qui peut dire très fièrement d'avoir la chance d'avoir réalisé un rêve. Donc mon rêve, c'était celui de réaliser les rêves de voyage des autres. Voilà. Et il y en a le plus beau de recevoir une carte postale de quelqu'un qui vous dit j'ai fait un bon voyage, grâce à vous, on a construit des souvenirs impérissables, merci. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante en ce qui me concerne. Et pour finir de mon côté, je voudrais, avant de vous passer la parole, vous rappeler une phrase qui est devenue un mantra chez moi, que je répète à longueur de journée, et ceux qui me connaissent, ils ont un peu mal la casquette de l'entendre, mais c'est une ancienne phrase de Proust qui disait le vrai voyage d'expérience, ce n'est pas d'aller vers d'autres lieux, mais d'avoir d'autres yeux. Voilà. Ayez d'autres yeux et trouvez votre voie dans le tourisme, c'est le plus beau métier du monde. À vous maintenant, chers étudiants et chers publics, s'il y en a qui veulent poser des questions ou bien qui veulent rebondir sur tout ce qu'on a dit jusqu'ici, ben c'est votre tour. Alors, je te laisse te présenter d'abord. Bonjour, Nicolas pour l'IEFT. J'ai suivi cette année le programme de bachelor proposé par l'école. Déjà, tout d'abord, merci à tous pour tous ces échanges super intéressants. Moi, j'aimerais revenir sur un point que Béatrice vous avez évoqué et que je trouve très intéressant. Nous, à l'IEFT, on a un module de tourisme durable qui est dispensé par Guillaume Tromer, président d'ATD. Et vous avez tout à l'heure évoqué le fait de vraiment fusionner, on va dire, la matière avec l'aspect durable. Et comment est-ce que ça, on le met en place aujourd'hui? Comment est-ce qu'on trouve les intervenants qui ont cette double compétence? Admettons, prenons l'exemple de la comptabilité que vous avez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dirige vers une entreprise qui a vraiment une comptabilité orientée, disons, environnement, avec vraiment des vraies mesures qui sont prises en place? Comment est-ce qu'on met aujourd'hui en place ça, le fait de fusionner la matière et l'aspect durable? Merci. Merci. Et alors, Béatrice, c'est à toi. Oui, alors comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que aujourd'hui, on ne remet pas en cause les experts qui interviennent au niveau des écoles. Hein. C'est pas ça. Mais l'idée pour nous, et quand on parlait de mise à disposition d'une formation, pour un intervenant, quelle que soit sa discipline, il faut savoir, il y a 4 concepts à savoir. C'est 3 heures de formation. C'est tout. Et après, quand tu as ces concepts en tête, tu adaptes par rapport à ta discipline. Si on a des modules qui sont dégagés de l'enseignement, c'est très difficile. Et un enseignant en comptabilité, c'est très difficile pour lui de monter en compétence rapidement parce qu'il y a plein de choses. Et on ne sait pas, le programme de livret sur Internet, il y a tellement de choses. Et donc, du coup, nous, notre ambition, c'est de faire monter très rapidement en compétence des enseignants sur 4 concepts fondamentaux. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on veut proposer parce qu'il y a une urgence écologique, sociale aussi, quand même. Et si les gens s'auto-forment ou se forment eux-mêmes, on perd du temps. Et nous, comme ça fait longtemps qu'on travaille dessus, autant aider à diffuser. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Morgane? Bonjour, moi je m'appelle Morgane, je suis en 2e année de master du coup à Paris. Moi j'ai aussi un petit souci avec cette fusion parce que pour vous expliquer un petit peu pourquoi je pense cela, c'est que moi j'ai fait mon master tourisme et j'ai suivi une formation très classique, très loin des concepts du RA, de la RSE, tout ça. J'ai toutes les bases de tourisme, que ce soit en conception de produits, gestion de finance, gestion des risques, communication, RH, etc., mais aucune notion de durabilité.
Quand je des professeurs ordinaires, que vous connaissez, on a les mêmes dans notre école. Voilà. Mais en fait, ce qui est problématique, c'est que moi, je me suis retrouvée avec un tourisme un peu obsolète, alors que j'allais rentrer dans la vie active. Donc, je me suis dit, je vais chercher une école en tourisme durable. Et si finalement, pour les gens comme moi, qui sont avancés dans les études et qui ne rentrent pas sur le marché des études, nous cherchons une formation durable, comment on peut la trouver si vous, c'est plus dans le titre, en fait? C'est ça ma question. C'est assez compliqué. Et aussi, je rebondis là-dessus parce que, par exemple, moi, en deuxième année de master, on a eu un projet de création de start-up également en fait. Et en fait, on était deux orientés sur le tourisme durable. Pour les 3/4 de ma promotion, le tourisme durable n'est pas le tourisme de demain. Et c'est ça, en fait, la nuance, c'est qu'on ne pense pas tous la même chose. Et je suis d'accord que le fait de labelliser tout, ça labellise rien, finalement. Mais si on enlève la notion du titre, pour les gens comme moi qui veulent chercher une formation plus adaptée à leurs besoins, qui ne seront pas, par exemple, les mêmes que mes voisins ou que le professeur, en fait, ça va poser problème parce que finalement, on va se réengager dans une école ou dans un cursus qui ne sera pas forcément adapté à ce qu'on veut. C'est ça où moi, je suis un peu partagée dans cette notion. Bien, qui veut rebondir sur cette question? Absolument. Donc, bien. Béatrice. On parlait tout à l'heure des classements et notamment du taux de placement dans les entreprises. Nous, ça fait maintenant 5 ans que j'ai juste le master marketing. Ça fait officiellement 2 ans que je leur parle de durable. Pourquoi? Ce n'est pas une demande des professionnels. Et moi, je ne veux pas former des gens radicaux. Et aujourd'hui, ça devient une demande de professionnel, mais dans un business as usual. C'est-à-dire que, oui, tu fais du verre, ok, très bien. Attends, ça coûte cher? Ah non. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein. On fait verre, mais ça ne coûte rien. Et donc, je comprends en fait, parce que aujourd'hui, c'est ça la difficulté. C'est que arriver à croiser les axes, c'est compliqué. Et en plus, nous, en tant qu'enseignants, on n'est pas formés à discuter avec les autres. C'est-à-dire qu'on a chacun sa discipline. Moi, j'ai compris que l'expert comptable, ce n'est pas le même discours que le contrôle de gestion. J'ai mis 1 an et demi à comprendre, parce que pour moi, c'est la même chose. Mais rien à voir. 2 cultures, 2 mots différents. Et tu parles marketeur, donc la notion de valeur est différente. Donc, on va tous s'entendre sur des choses, et ça va continuer. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait un affichage partout, c'est compliqué parce que la plupart du temps, c'est des modules. Et je pense que ça, c'est une espèce de trajectoire, donc on ne peut pas passer outre. Je vois le réveil écologique, vous savez, les étudiants des grandes écoles qui, il y a 3 ans, disaient oui, il nous faut de la responsabilité sociale. Ils en ont eu. Et puis maintenant, ils disent non, mais ce n'est pas des cours de responsabilité sociale qu'on voulait, parce qu'on n'a pas changé le contenu des cours en marketing, en finance, et c'est n'importe quoi. Et oui, il faut changer. Le problème, c'est les compétences. C'est qui a les compétences et qui est capable de faire. Et c'est pour ça que je pense que cette notion de... Parce que nous, les profs, on n'est pas rémunérés plus parce qu'on fait une formation de 3 heures. Je veux dire ça. Donc, en gros, nous, on propose une formation de 3 heures. On la propose nous gratuitement. Mais personne n'a rien. Parce qu'attendre, prendre 3 heures tout le temps. Pourquoi, au final? On n'a pas de labellisation, on n'a pas de reconnaissance. On ne vient pas. Je vais aller sur Internet. Donc, en fait, on a un vrai problème aussi de création de valeur par rapport à cette... par rapport à ça. Et c'est très difficile à se différencier par rapport à ces aspects. Donc, mais je pense qu'on y va parce qu'aujourd'hui, les étudiants le demandent et reconnaissent aussi les limites. Bien, merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Kevin? Bien. Alors, nous avions encore une question de notre ami. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais rebondir un peu pour prolonger effectivement les débats qu'il y a eu. Donc, Aurélien Descamps, je suis moi-même enseignant-chercheur dans une école de commerce qui s'appelle CALI, et donc confronté à ces questionnements-là. Et comme je le disais tout à l'heure, cofondateur de Sulitest, dont les outils ont pour but justement de participer à cette acculturation au-delà de la spécialisation d'un cours ou d'un master spécialisé. Donc, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Donc, je voulais à la fois rebondir et prolonger peut-être le questionnement. Nous, on a évidemment, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, la pire chose, c'est la niche. Le cours de développement durable tout seul ou le master spécialisé qui forme vraiment les étudiants
alors que 80% font du business as usual, alors qu'on a besoin de former des marketeurs, des RH, des financiers, des professionnels du tourisme qui construisent des business compatibles avec le futur, hein, on va dire comme ça, parce qu'effectivement, il y a des limites qui vont très vite devenir concrètes. Et il y a un gros enjeu de formation des formateurs. Donc c'est peut-être ça ma question. Moi, je peux partager des choses éventuellement là-dessus, mais étant enseignant-chercheur moi-même, on n'est pas formé à ça. Moi, je suis économiste. On n'est pas formé à ça. On n'est pas évalué pour ça. C'est-à-dire que quand on fait du développement durable, en plus, en étant un peu militant, globalement, c'est pas bon pour sa carrière académique. Donc, comment on fait pour infuser dans chacune des disciplines et pour infuser le développement durable dans chacune des disciplines? Nous, on propose des outils avec Spirited sous forme de tests, de quiz, de jeux qui permettent de faire ça. Mais au-delà de ça, il y a un gros enjeu de formation des formateurs pour changer peut-être les critères d'évaluation de la performance. Et ça me fait rebondir sur ma question sur les labels et les certifications. Et je vois bien le fait que quand il y a des labels partout, ça ne veut plus rien dire. Néanmoins, je pense qu'il y a un enjeu de création de valeur, de reconnaissance de la valeur. On ne peut plus se contenter des moyens, de dire on a fait plein de choses et on espère que ça va avoir de l'impact. Concrètement, comment vous mesurez que ça a eu de l'impact? Comment vous créez de la reconnaissance sur ce que vous faites? Et j'ai l'impression que les labels et les certifications sont là pour ça. Moi, je suis économiste, je sais que tant qu'on réfléchit avec le PIB comme indicateur de performance, on en fait du développement durable parce que par construction, c'est pas compatible. En tout cas, on n'a pas réussi à découpler. Je travaille dans une business school. Les accréditations, le classement, l'examination time, c'est important pour moi. Dès lors que j'ai un étudiant qui crée une boîte de l'ESS, je dégringole dans les classements parce que c'est le salaire est sorti, l'indicateur de performance. Donc il y a une contradiction intrinsèque. Donc au moins la question c'est si c'est pas sous la forme d'un label ou d'une certification, comment on fait cette reconnaissance-là? Comment on fait que concrètement mettre du développement durable chez les professionnels du tourisme dans notre secteur, c'est reconnu et c'est une création de valeur qui ne peut plus être la même que celle qui est aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que parmi nos intervenants, il y en a un qui veut répondre ou rebondir là-dessus? Kevin? C'est très intéressant tout ce que vous avez dit, tellement que je ne sais plus trop par où commencer avec tout ce que vous avez dit. Il y a pas mal de choses qu'on peut retenir. Alors, moi, je reviens juste par rapport à ce que disait aussi Jean-Gagne, et après je reviens aussi sur ce que vous étiez en train de dire. Vous avez un stand qui est juste là, qui est montré, qui est une start-up de Spot, qui s'appelle Bitrip, et c'est justement qui s'inscrit justement dans le tourisme durable également, et ce sont des anciennes clients de l'EFHT. Alors comment on mesure ça? C'est vrai que c'est pas évident en tant que centre de formation aussi de pouvoir évaluer ce qui vont vraiment aller dans le tourisme durable. Je pense que ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est qu'il faut pouvoir aussi créer de la valeur par rapport justement aux étudiants qui vont dans ce secteur-là et qui vont construire des choses dans ce secteur-là. C'est-à-dire que c'est notre devoir, c'est notre rôle justement de valoriser aussi tous les étudiants qui vont dans ces secteurs-là, enfin qui vont sur ce type de projet-là, justement pour montrer que déjà, c'est possible, que malgré effectivement ce qu'on pense, c'est qu'effectivement ça coûte plus cher, et ils arrivent quand même à faire des choses dedans. Donc c'est à nous d'essayer de porter les projets aussi de nos étudiants, en les accompagnant au mieux. Les skates, je sais que Julie est partie, mais qu'ils ont un incubateur, donc c'est aussi ce rôle-là que nous, en tant que centre de formation, on a. Le côté label, comme vous étiez en train de dire, effectivement, ça peut avoir quelque chose de positif, mais on en revient plus au fonctionnement du label, au final, qui est compliqué. C'est-à-dire que vous avez plus l'entrée, vous avez votre label, et après, vous faites ce que vous voulez derrière. Donc, c'est plus sur l'évaluation aussi des labels qu'il faudrait aussi, je pense, aller plus loin pour qu'ils soient un petit peu plus représentatifs réellement de ce qu'ils représentent, finalement, parce qu'avoir un label, c'est bien. L'appliquer et aller au bout des choses, c'est mieux. Donc, c'est toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer. Les étudiants, il faut effectivement les pousser un peu plus à aller sur ce secteur-là. La difficulté qu'on a avec
le côté développement durable, RSE, etc., c'est que nous, en tant qu'école, on leur apporte des savoir-faire. Et quand on est dans cette thématique-là, on touche au savoir-être. Et le savoir-être, c'est très compliqué à inculquer ça aussi. En tout cas, selon les niveaux, c'est pas évident parfois. Mais c'est notre rôle, justement, d'aller plus loin de ce savoir que juste apprendre des savoir-faire et d'aller sur ce savoir-être-là. C'est un way of life aussi d'être dans les programmes, etc. Et c'est notre rôle de pousser justement les étudiants avec cette double casquette, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et comme on en a parlé aussi, c'est qu'ils sont aussi bien des créateurs, des futurs professionnels, mais aussi des consommateurs. Donc on doit dépasser un petit peu notre habitude, c'est-à-dire d'aller plus que les savoir-faire, on doit aussi toucher leur savoir-être. C'est l'enjeu qu'on a. Maintenant, de pouvoir vraiment mesurer efficacement les projets de chacun, on a aussi une difficulté parfois de pouvoir aller dedans, parce que nous, ce qui nous intéresse sur les troisième années, c'est effectivement d'être dans la production, mais aussi dans la vente. Donc on doit intégrer tout ça dans leur processus. Ensuite, dans le MBA, effectivement, dans le master, ils ont la possibilité d'aller sur divers projets. Mais c'est difficile encore aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on y aille, mais aussi de les évaluer sur ce critère aussi de durabilité au niveau de leur projet. C'est une réflexion qu'on peut avoir effectivement. Je ne sais pas si vous faites mais on parlait tout à l'heure de RNCP, effectivement, on ne l'a pas forcément encore ce module-là, etc. Donc c'est à nous de devoir intégrer cette dimension-là pour créer une certification qui soit un petit peu plus représentative. Maintenant, effectivement, ce qui compte énormément, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi les professionnels. C'est qu'il faut aussi que les professionnels recrutent et que ce soit aussi l'un de leurs critères d'avoir des étudiants qui, justement, veulent aller dans ce secteur-là. Et eux, il faut qu'ils soient prêts à y aller aussi. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut vous faire plein d'étudiants qui ont cette envie, qui ont ce besoin, qui veulent aller vraiment dans le durable, qui veulent vraiment se faire valoir tout ce qu'on a vu là aujourd'hui. Maintenant, il faut aller dans des entreprises qui leur permettent de faire ça. Parce que tous ne pourront pas créer des startups, tous ne pourront pas créer des entreprises. Pour rebondir là-dessus, et par rapport aux startups, comment on évalue la performance des startups aujourd'hui, même dans tous les incubateurs? Modèle financier classique. Même les responsables. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez un ESAT, c'est-à-dire vous avez recours à des handicapés pour social coché, vous donnez du fric à une associée environnement, hop, l'environnement coché, et on est tranquille, et après on fait business as usual. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de compétences techniques, savoir-faire technique, c'est faux, il y a un vrai savoir-faire technique, et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément. Au niveau, on en parlait tout à l'heure, au niveau de la répartition d'impact de l'eau au niveau d'un hôtel, la piscine, c'est combien? 10%. Pas grand-chose. 40% ce qui se passe dans la chambre d'hôtel. Je crois que c'est 20% ce qui se passe en restauration et 20% ce qui se passe en plaisanterie. Bah, si vous n'avez pas ces chiffres clés, en fait, vous allez faire quoi? Ah bah tiens, on va proposer, je ne sais pas, des plans plastique recyclés ou je ne sais pas quoi. Et vous allez agir sur 0,001% d'impact. Donc on a des savoir-faire techniques à diffuser qu'on ne diffuse pas du tout aujourd'hui parce que l'information, elle est partout, mais répartie partout. Donc on a des vraies questions à se poser sur l'impact. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du bon machine, on est là pour l'impact parce qu'on doit quand même utiliser par 4 l'impact d'ici 2050 pour faire ça quand même. Et donc, il faut faire attention à ce côté soft skill parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on nous dit en finance. Ah oui, en fait, le social et l'environnemental, c'est intangible. Non, c'est pas tangible, c'est tangible. Vous voyez, quand vous avez des déchets, c'est tangible. Le numérique, c'est tangible. En fait, il y a du matériel avec des capes partout sous la mer, enfin, je veux dire, c'est pas. Donc, je pense qu'il y a aussi ces notions-là à discuter. Et par rapport au fait de labellisation, alors peut-être pas de labelliser les formations, mais de labelliser les formateurs, ceux qui ont fait l'effort d'aller se dire, je prends 3 heures de mon temps pour monter en compétences. Parce que là, moi, je suis désolée, on ne peut pas aller vite comme ça. Et on ne peut pas se dire, ah oui, moi j'ai travaillé pour aller Danone là-dedans, alors que je suis pour en intégration environnement. C'est pas comme ça que ça se fait. Et je pense qu'il y a plus ça, et cette labellisation, elle permettra peut-être d'inciter les enseignants à y aller, parce qu'il y a un problème. Moi, j'en parle à tous mes collègues. On est évalué par les articles de recherche, comme vous dites. On va pas prendre du temps pour aller se former pour la pédagogie. Donc voilà, et je pense qu'on est tous là pour aller de l'avant
Et je pense que ce qui est important aussi, et merci voilà, à Respire d'organiser cette table ronde, ce qui est important ici, c'est qu'on veut tous aller au même endroit. Après, derrière, on a tous des synergies, on est beaucoup plus forts ensemble. Et je pense que l'idée, c'est ça, c'est d'aller ensemble et de mettre toutes nos compétences ensemble pour aller plus vite. Justement, les mantras de Respire, c'est seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin. Donc sur ces mots, je tiens à vous remercier tous, nos intervenants, ainsi que notre public ici, qui est nos étudiants, qui cette belle réflexion qui va malheureusement les temps s'arrêter ici, mais qui peut continuer sur les réseaux sociaux de Respire, que ce soit sur Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos réflexions et vos questions, et je me ferai un plaisir de les transmettre à nos intervenants, et je vous invite à nous suivre encore dans les jours qui viennent jusqu'à dimanche pour les prochains débats. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.